lorsque ma nièce s'est moquée de ma femme et que toute ma famille a suivi son exemple, ils ignoraient qu'ils étaient en réalité mes locataires. Cette nuit-là, j'ai découvert à quel point la justice peut être savoureuse lorsque la vérité éclate au grand jour. Bonjour, je m'appelle Mathieu. J'ai 34 ans, et mon frère ainsi que sa famille ont décidé d'humilier ma femme, Camille, devant tout le monde, simplement à cause de ses origines. Ils nous ont qualifiés de ce genre de personnes et les autres ont acquiescé comme si c'était une vérité absolue. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais passé 10 ans à construire un portefeuille immobilier qui soutenait une bonne partie du toit qu'ils savaient au-dessus de leur tête. Dès que le dessert a été servi, je passais déjà les appels nécessaires et le lundi matin, leur monde à tous s'effondrait. À 24 ans, j'ai acheté ma première maison issue d'une saisie immobilière. Elle était abandonnée depuis des mois, vandalisée, avec une toiture qui avait détruit la moitié de l'intérieur. Beaucoup ont fait demi-tour en la voyant. Moi, j'y ai vu une opportunité. J'ai passé 6 mois à travailler, seul. J'ai monté de nouveaux murs, refait l'installation électrique, changé la toiture, restauré des parquets qui étaient ensevelis sous une moquette immonde. J'ai appris en regardant des vidéos et en posant des questions au magasin de bricolage. Je me suis trompé un nombre incalculable de fois. J'ai branché une prise à l'envers et j'ai failli mettre le feu. J'ai mal installé des toilettes et elles ont fui pendant 3 jours, mais chaque erreur est devenue une leçon. Quand je l'ai terminé, je l'ai loué pour 500 € par mois et avec cet argent et mon salaire, j'ai pu acheter la deuxième. Je vivais dans un studio minuscule, je conduisais une vieille Clio et je mangeais le plus simplement possible. Tout le monde dépensait en futilité, mais moi, j'avais un plan. La crise de 2012 m'a offert l'occasion dont j'avais besoin. Avec mes économies, j'ai pu acquérir 3 autres maisons, toutes en mauvais état. Mes week-ends se sont transformés en journées de plomberie, d'électricité, de menuiserie et de tout ce qui était nécessaire. À 30 ans, j'avais déjà 10 propriétés, à 32 ans, 15, et maintenant j'en ai 18. Au total, je ne suis pas riche, mais je gagne suffisamment pour vivre sans stress. Environ 24 000 € de loyer, dont je tire à peu près 8 500 € par mois après déduction des frais. Entre ça et mon travail en logistique, je vis tranquillement. Ce n'est pas glamour. Des fuites d'eau à 2 heures du matin, des locataires qui pensent que le loyer est optionnel, des inspecteurs obsédés par la moindre petite faille. Mais c'est à moi. Je l'ai construit à partir de rien. J'ai rencontré Camille il y a 6 ans lors d'un projet de bénévolat où nous avons passé un samedi à repeindre un centre social. Je l'ai vue, perchée sur une échelle, travaillant avec une précision incroyable tout en faisant rire les autres. Pendant le déjeuner, nous avons discuté, le courant est passé instantanément et le jour même, je l'ai invitée à prendre un café. 4 heures plus tard, je savais déjà qu'elle ne ressemblait à personne que j'avais connu auparavant. Elle est infirmière en soins intensifs, elle gère les urgences, les familles désespérées et les décisions de vie ou de mort. Elle a une force admirable. Quand nous nous sommes mariés, sa famille est venue de Manille et m'a accueilli avec une affection sincère. Son père a été direct, prends soin de ma fille et tout ira bien. Ma famille a compliqué les choses. Ma tante a demandé à Camille si elle avait ses papiers. Ma mère a insinué de la manière la plus gênante possible que je ne devrais peut-être pas épouser quelqu'un comme ça. Même Renaud, mon frère aîné, s'est chargé de faire des commentaires que personne n'avait demandé. Il a toujours cru être la personne la plus intelligente de la pièce, bien que sa vie professionnelle ne le confirme pas. Et Claire, sa femme, n'est pas en reste. Elle se présente comme une martyre sur les réseaux sociaux parce qu'elle est mère au foyer, alors que sa propre mère garde les enfants plusieurs fois par semaine. Depuis des années, j'observe la manière dont Claire, la femme de Renaud, regarde de haut quiconque travaille dans le service à la clientèle. Ce qui est ironique, c'est qu'elle était elle-même serveuse quand Renaud l'a rencontrée. Ils ont 3 enfants, Flavie, 16 ans, Simon, 14 ans, et Iris, 9 ans. Et en réalité, c'est Flavie qui a tout déclenché, mais je l'expliquerai plus tard. Mes parents représentent cette version traditionnelle de la France provinciale, qui a tendance à déguiser les préjugés sous un ton aimable. Ils ne disent jamais rien d'ouvertement offensant. Mais ils posent des questions gênantes à Camille, ma femme, comme d'où viens-tu, en réalité, tout en sachant qu'elle est née à Manille. Parfois, ils complimentent son français comme s'il était surprenant qu'elle puisse bien s'exprimer. Mon père m'a même dit un jour que j'étais courageux d'épouser quelqu'un d'une autre culture, comme si j'avais adopté un être sans défense au lieu de construire une relation d'adulte avec une femme parfaitement capable. Pendant des années,
la dynamique familiale a été tendue, mais supportable. Des dîners dominicaux avec des conversations superficielles, des commentaires maladroits que je préférais ignorer, suivis de longues discussions avec Camille, qui me disait toujours qu'elle avait vu pire à l'hôpital où elle travaille. À tout cela s'ajoutait un détail qui compliquait encore plus les choses. Je suis propriétaire de plusieurs biens où vit une bonne partie de ma famille. Il y a 5 ans, mes parents ont failli perdre leur maison à cause des factures laissées par l'opération à cœur ouvert de mon père. Je l'ai acheté pour 200 000 €, payé comptant, et j'ai mis l'acte de propriété à mon nom. Je les ai laissés y vivre sans leur demander un centime. Ils croient que la maison leur appartient toujours parce que je n'ai jamais voulu les corriger. J'ai pensé que blesser leur orgueil serait pire. Le logement de Renaud et Claire est également le mien. Je l'ai acheté comme investissement en 2019, une grande maison dans un bon secteur scolaire. Ils étaient sur le point de perdre leur location car leur ancien propriétaire voulait vendre. Alors, je l'ai acquise et je les ai laissés rester pour les mêmes 1 400 € qu'ils payaient déjà, bien que ce type de propriété se loue pour au moins 2 200 €. Ils passent par une société de gestion, donc ils ne savent même pas que je suis leur bailleur. Ils pensent simplement avoir eu de la chance avec un propriétaire raisonnable. Mon oncle Henri, le frère de mon père, et sa femme Marianne, vivent aussi dans une de mes propriétés, un duplex dans l'est de la ville. Eux savent que je suis le propriétaire, mais je ne leur demande que 900 € par mois alors que la moitié du duplex en vaut 1500 cents. Il est devenu invalide suite à un accident du travail et j'ai pensé qu'il était juste de les aider un peu. Thibaut, mon cousin, vit dans une petite maison que je lui loue également. Il termine ses études d'ingénieur à 29 ans après avoir abandonné 2 fois. Je lui demande 650 € alors que cet endroit pourrait facilement se louer 1100 €. Il a toujours été respectueux, paie à temps et entretient bien la maison. En résumé, je suis celui qui soutient pratiquement la moitié de ma famille en matière de logement, et la plupart ne le savent même pas. Je ne le fais pas pour la reconnaissance. Il me semblait que c'était la bonne chose à faire, et j'ai gardé le silence pour éviter des tensions inutiles. Cela a complètement changé le mois dernier. Ma mère m'a appelé pour me dire qu'elle voulait organiser un grand dîner de famille. C'était l'anniversaire de Renaud et elle voulait que nous soyons tous présents. J'ai failli refuser. Ce sont presque toujours des rencontres inconfortables. Mais Camille a insisté pour que nous y allions, que peut-être cette fois ce serait différent, que la famille méritait toujours un effort. J'aurais aimé qu'elle ait raison. Nous sommes arrivés à la maison à 18 h. Nous avions apporté une bouteille de jus de raisin, nous ne buvons pas d'alcool, et un gâteau que Camille avait préparé elle-même. Elle y a consacré 3 heures, un gâteau au chocolat avec un glaçage à la crème, des roses en sucre tout autour et un joyeux anniversaire, Renaud écrit avec une précision quasi professionnelle. Je l'ai vu ce jour-là ajuster les mesures, refaire la crème parce qu'elle n'avait pas la texture exacte, et recommencer une des fleurs parce qu'elle ne lui semblait pas assez parfaite. Quand je lui ai demandé pourquoi elle faisait autant d'efforts pour des gens qui ne l'avaient jamais traitée comme un membre de la famille, elle m'a simplement répondu que peut-être, cette fois, il parviendrait à l'accepter. J'avais déjà renoncé à cet espoir. Le premier signe que la soirée serait un désastre est apparu dès que nous avons franchi la porte. Flavie était assise dans le salon avec 2 amies, toutes 2 blondes, portant des vêtements de marque, affichant des mines de dégoût dès qu'elles nous ont vus. On aurait dit que nous étions des démarcheurs, pas de la famille invitée. Claire nous a accueillis avec un « Ah, vous voilà », comme si elle ne nous avait pas explicitement demandé de venir à 18 h. Elle a dit que Renaud se préparait encore, bien que la maison indiquait clairement que la fête était déjà bien entamée. Musique, nourriture servie, gens qui discutaient et riaient. Nous étions clairement les derniers qu'il voulait voir arriver. La maison était impeccable. Du mobilier neuf, un de ces énormes et coûteux canapés dont on fait la publicité pendant les matchs de football, des murs fraîchement peints dans ce gris moderne si à la mode, et un jardin rénové avec des fleurs, des arbustes et des pierres décoratives que l'on ne peut obtenir qu'en engageant un professionnel. Le tout payé, bien sûr, grâce au loyer réduit que je leur avais moi-même accordé. J'avais acheté cette maison pour 250 000 €, versé un acompte de 40 000, et je n'avais jamais augmenté leur loyer en 4 ans. Pendant qu'ils utilisaient cette marge pour redécorer, moi, je maintenais le tarif bas parce que c'était la famille. Quand Camille a proposé d'aider en cuisine, Claire lui a souri avec cette politesse feinte qui n'atteint pas les yeux. « Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle », lui a-t-elle dit. « Attendez plutôt dans le salon. » Traduction, nous ne voulons pas de ton aide.
Nous nous sommes donc assis sur le canapé flambant neuf pendant que Flavie et ses deux amis nous observaient, chuchotaient entre elles et riaient comme si nous étions une sorte d'intrusion dans leur fête privée. Je pouvais entendre des bribes de leur conversation, même de là où j'étais assis, bien qu'elles essaient de dissimuler, comme si ces mots pouvaient se perdre dans le brouhaha de la maison. Les chuchotements se glissaient entre les bruits habituels de toute réunion de famille, le cliquetis des verres dans la cuisine, le son lointain de la télévision dans le salon, des rires épars dans d'autres pièces. Pourtant, leurs phrases parvenaient avec une clarté dérangeante, comme si elles se frayaient un chemin direct jusqu'à moi. « C'est sa femme », murmura quelqu'un d'un ton qui se voulait humble mais qui suintait le jugement. « Elle a l'air trop jeune. » J'ai entendu dire qu'elle n'est même pas d'ici, ajouta une autre voix plus assurée, presque avec une pointe de moquerie. Ma mère dit qu'elle cherchait sûrement juste les papiers. Il ne le disait pas à voix haute, mais chacun de ses commentaires me frappait dans l'ordre où je les entendais. Je n'avais pas besoin de tourner la tête pour identifier quelle tante ou quelle cousine était l'auteur de chaque phrase. Je connais trop bien le ton qu'ils emploient quand ils croient parler entre eux. Le pire, c'est qu'ils savaient pertinemment que j'étais à quelques mètres, et pourtant ils parlaient comme si j'étais invisible, et comme si elle l'était encore plus. Camille les a entendus aussi. À première vue, elle semblait calme, tenant son téléphone avec un naturel étudié, faisant glisser son doigt sur l'écran sans vraiment rien regarder. C'est un geste que je lui ai vu faire de nombreuses fois, chaque fois que la vie l'obligeait à cohabiter avec des préjugés déguisés en courtoisie. Elle l'utilisait dans les salles d'attente de l'hôpital quand un membre de la famille ne voulait pas qu'elle s'occupe de son patient juste à cause de son accent, quand certains patients demandaient une infirmière française, ou quand un médecin nouvellement arrivé supposait qu'elle était assistante et non une professionnelle avec plus de 10 ans d'expérience. Mais je la connais trop bien pour me laisser tromper par ce calme apparent. Je sentais la tension s'accumuler dans ses épaules, le rythme contrôlé de sa respiration, le léger raidissement de sa mâchoire quand elle essayait de retenir des mots qu'elle avait tout à fait le droit de prononcer. J'ai toujours admiré cette maîtrise de soi silencieuse, mais cela me fait aussi mal de la voir apparaître dans de telles situations. J'ai tendu la main vers elle et j'ai entrelacé mes doigts avec les siens, en serrant doucement. C'était un petit geste, mais lourd de sens. « Je suis là. » Elle a répondu de la même manière, rendant la pression, bien qu'elle ait continué à regarder l'écran comme si elle ne voulait pas rompre le fragile équilibre de son propre calme. 20 minutes d'un silence pesant se sont écoulées pendant que ma famille continuait ses conversations futiles comme si de rien n'était, comme s'ils n'avaient pas relégué 2 personnes au rang de figurants. Cette quiétude tendue a été rompue lorsque Claire a annoncé que le dîner était prêt. Sa voix sonnait trop joyeuse, peut-être consciente ou complètement inconsciente de la tension qui régnait dans la maison. Tout le monde a commencé à se diriger vers la salle à manger principale, et c'est là que j'ai vu l'arrangement. Claire avait préparé une table digne d'une photo, vaisselle fine au bord doré, de celle qui ne sort du placard que pour les grandes occasions. Serviettes en tissu plié en des formes qui avaient sûrement des noms français, un centre de table avec des fleurs fraîches parfaitement assorties à la nappe. Tout sentait la préparation anticipée, des heures de travail ou une dépense inutile chez un fleuriste coûteux. Il y avait même des cartons avec les noms écrits dans une calligraphie parfaite, tenus par des porte-noms argentés qui brillaient sous la lumière chaude de la salle à manger. La plupart de ces cartons étaient alignés sur la table principale, mes parents aux extrémités, comme des pièces de cérémonie. Renaud et Claire au centre, projetant cette image de famille parfaite qu'ils aiment tant. Simon et la petite Iris installés sur le côté, jouant avec leurs couverts. Mon oncle Henri et ma tante Marianne, avec des expressions tendues mais silencieuses. Thibaut assis à côté de parents de Claire que je connais à peine, et même les amis de Flavie répartis à table, complétant un tableau qui semblait tiré d'un dîner de Noël de magazine. Camille et moi avions aussi des cartons, oui, mais placés à un endroit très différent. Ils nous avaient préparé une petite table pliante, de celles en plastique qu'on achète dans n'importe quel magasin de bricolage. Elle était installée dans le couloir latéral, juste entre le placard à manteau et la porte des toilettes. De là, nous pouvions entendre tout ce qui se disait à la table principale, mais il était clair que nous n'appartenions pas à cet espace. La lumière de la salle à manger arrivait à peine, créant un contraste encore plus blessant entre la chaleur de la table élégante et la froideur du couloir. Pendant un instant, j'ai pensé que j'interprétais mal la situation. Peut-être que la grande table était vraiment pleine, peut-être était-ce un oubli. Mais j'ai alors vu 2 chaises vides à la table principale, une de chaque côté, des espaces clairement laissés ainsi ou réservés à quelqu'un de plus important. Il n'y avait aucun moyen de le justifier. La petite table pliante était un message direct et sans vergogne. Un meuble bon marché, instable, avec des assiettes en carton et des couverts jetables,
comme si nous étions à un pique-nique improvisé et non à un dîner de famille. Et ça, ai-je demandé, maîtrisant ma voix du mieux que je pouvais. Claire a répondu sans broncher, sans même me regarder. Ah, nous n'avions plus de place à la grande table. Mais ne vous inquiétez pas, de là vous pourrez entendre toute la conversation. Nous ne voulons pas que vous vous sentiez exclu. L'ironie m'a brûlé comme une gifle. Nous ne voulons pas que vous vous sentiez exclu alors qu'il nous excluait de la manière la plus flagrante possible. Camille m'a doucement touché le bras, essayant d'apaiser la tension. Ce n'est pas grave, a-t-elle murmuré, utilisant ce ton que je connais trop bien, un mélange de résignation et de désir de ne pas entrer dans une dispute qui, pour elle, n'en valait pas la peine. Asseyons-nous. J'ai respiré profondément, mais l'image était difficile à digérer. Ma famille profitant d'une table élégante, de fleurs, de verres brillants et d'une nappe de luxe, tandis que nous nous approchions d'un coin improvisé avec des ustensiles jetables. Ma mère feignant de ne pas regarder vers le couloir, concentrée sur sa serviette comme si c'était une tâche cruciale. Mon père examinant son verre comme s'il cachait un secret. Henri et Marianne échangeant des regards gênés. Thibaut s'agitant sur sa chaise, ne sachant que faire. Et juste à ce moment, Flavie a ouvert la bouche. Nous, on ne s'assied pas avec des gens comme vous, a-t-elle lâché à voix haute, assez fort pour que personne ne puisse prétendre ne pas l'avoir entendu. Elle regardait directement Camille. L'air a semblé se figer. J'ai senti ce silence épais tomber sur nous tous comme une chape de plomb. Aucun adulte n'a rien dit. Personne n'a repris l'adolescente. Personne n'a eu le courage de lui expliquer qu'on ne parle pas comme ça. Renaud s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Flavie, ça ne. Enfin, ce qu'elle veut dire, c'est que. Mais ces mots se sont évanouis dans l'air avant d'atteindre leur but. Claire a forcé un sourire qui n'a même pas touché ses yeux. Ce qui se passe, c'est que la table principale est pour la famille proche. Vous comprenez, n'est-ce pas? 3 ans de mariage avec Camille, et il ne nous considérait toujours pas comme de la famille proche. Ma mère continuait de fixer son assiette comme si elle résolvait une énigme. Mon père coupait son pain avec une application presque comique. Personne d'autre n'a rien dit, seul Thibaut a murmuré un timide « ce n'est pas bien », si bas que cela ressemblait plus à un geste symbolique qu'à un véritable acte de soutien. J'ai senti la main de Camille serrer la mienne sous la table. « Mangeons et partons », a-t-elle chuchoté. Mais quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas une explosion, plutôt une clarté froide, presque chirurgicale. Je ne ressentais plus de colère. Ce que je ressentais, c'était la lucidité implacable de celui qui comprend enfin qu'une limite a été franchie et qu'il n'y aura plus de retour en arrière. Je me suis levé lentement, sans m'énerver, sans élever la voix. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application de gestion immobilière et j'ai commencé à passer des appels en plein dîner. Le premier appel a été pour ma gestionnaire, Pauline, qui a répondu immédiatement. Pauline, c'est Mathieu. Lance dès aujourd'hui les procédures pour 3 propriétés. Oui, ce soir. Je t'envoie les adresses dès que je raccroche. Le silence à table est devenu absolu. Soudain, chaque personne à la table principale était suspendue à mes lèvres. Non, il n'y a pas de problème avec les logements, ai-je continué en m'assurant que tout le monde entende. J'ai simplement cessé d'accorder des réductions familiales à des gens qui ne les apprécient pas. J'ai vu Renaud pâlir instantanément. Le deuxième appel a été pour mon avocat en droit immobilier, Guillaume. C'était dimanche, donc l'appel est allé directement sur sa messagerie vocale. Guillaume, c'est Mathieu. J'ai besoin que tu prépares demain les documents pour rendre la propriété de la rue des Érables à la banque. Mes parents pourront renégocier leur plan de paiement directement avec eux. Je te donnerai plus de détails demain. J'ai entendu le petit cri étouffé de ma mère. Mon père est devenu rouge vif, comme si le sang lui était monté d'un coup au visage. Le troisième appel a été pour mon comptable. Loïc, j'ai besoin que tu réorganises tout mon portefeuille. 3 propriétés passent au tarif du marché dès aujourd'hui, et j'en vendrai une autre. Oui, je sais que c'est le week-end. Je te paie le double pour le travail. Quand j'ai terminé, j'ai rangé mon téléphone avec un calme qui, même pour moi, était déconcertant. J'ai regardé autour de moi. Tous semblaient être des statues figées dans un mélange d'incrédulité et de peur. Bien, ai-je finalement dit, sans avoir besoin d'élever le ton. Voici ce qui va se passer à partir du mois prochain. Ton loyer, j'ai regardé directement Renaud, passera au prix du marché.
2200 €, et non les 1400 que tu payais. Tu recevras la notification officielle demain. Le visage de Renaud s'est complètement figé. Il ouvrait et fermait la bouche comme si les mots s'étaient évaporés. À côté de lui, Claire était si pâle qu'elle semblait sur le point de s'évanouir. Je n'avais pas besoin de leur en dire plus pour qu'ils comprennent que je ne plaisantais pas. J'ai alors tourné mon attention vers mon oncle Henri. Il a essayé de soutenir mon regard quelques secondes, mais a fini par le détourner, sachant que son tour était venu d'assumer les conséquences. Tu es également concerné, lui ai-je dit fermement. À partir du mois prochain, le loyer sera de 1500 € par mois. Si tu ne peux pas le couvrir, tu auras exactement 60 jours pour trouver un autre endroit. Ma tante Marianne a immédiatement fondu en larmes. Henri n'a pu que fixer son assiette, comme s'il ne se souvenait soudainement plus comment tenir ses couverts. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé mes parents. Et concernant la maison où vous vivez, ai-je ajouté, vous n'êtes pas les propriétaires. C'est moi qui l'ai achetée il y a des années. Je vous ai laissé y vivre sans rien payer parce que je croyais à cette idée que la famille se soutient, mais je vois que je ne fais pas partie du noyau familial. Je vais donc retransférer l'acte de propriété à la banque. Vous pourrez négocier votre propre prêt immobilier avec eux. Bonne chance avec ça, compte tenu de la retraite de papa. Ma mère a porté les mains à son visage. Tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas. Si, je peux, ai-je répondu sans élever la voix. La propriété est à moi. J'en dispose comme je l'entends. Renaud a enfin réagi. Mais c'est absurde. Tout ça pour une maudite place à table. Non, ai-je dit calmement. C'est pour des années à traiter Camille comme si elle ne valait pas assez pour appartenir à cette famille. Pour les commentaires déguisés en blagues, pour les regards, pour le mépris silencieux. Ce soir, ce n'était que le déclencheur. J'ai regardé Flavie, qui avait maintenant le visage inondé de larmes, comprenant peut-être pour la première fois le coût réel de ses paroles. Et toi, lui ai-je dit, tu viens de faire en sorte que tes parents doivent payer 800 € de plus par mois, que tes grands-parents perdent leur maison et que ton oncle perde un loyer abordable. J'espère que ce commentaire t'a semblé intelligent. Camille s'est levée à mes côtés, avec une sérénité totale. Nous partons, a-t-elle annoncé. Nous avons marché vers la sortie, laissant le gâteau intact sur le comptoir et le jus de raisin sur la table, tout comme l'attention que nous laissions derrière nous. Personne n'a bougé ni dit un mot pendant que nous sortions. Une fois dans la voiture, Camille est restée silencieuse pendant plusieurs minutes. Finalement, elle a dit, « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » Je devais le faire, ai-je répondu. Ta famille te manque de respect depuis trop longtemps. Au moins maintenant, ils y réfléchiront à 2 fois avant de recommencer. Elle a à peine souri. C'était très théâtral. C'est tout moi. Théâtral. Non, tu ne le es pas. C'est justement pour ça que ça a marché. Dès le lendemain matin, j'ai exécuté chacune des décisions que j'avais annoncées. Pauline a envoyé les notifications officielles aux 3 propriétés avec les ajustements de loyer et les modifications de contrat, le tout par courrier recommandé avec accusé de réception, en suivant chaque étape de la procédure légale. Pendant ce temps, Guillaume a entamé la procédure pour rendre la maison de mes parents à la banque, une démarche compliquée par les années qu'ils y avaient vécues en se croyant propriétaires. Loïc, mon comptable, a restructuré mon portefeuille en suivant mes directives, ajusté les tarifs, réorganisé les bilans et déplacé les propriétés de la catégorie famille bas tarif du marché. Voir des professionnels travailler avec précision était sincèrement un sentiment de soulagement absolu. Les appels ont commencé vers 10 h du matin. Le premier était Renaud. Il n'a pas parlé, il a hurlé. Des cris purs, affirmant que je détruisais sa famille, m'accusant d'être rancunier, vengeur, de ruiner tout ce qu'il avait construit. Je l'ai laissé vociférer pendant 30 secondes en buvant mon café et en consultant mes emails. Puis je l'ai interrompu calmement. Renaud, le loyer réel de ta maison est de 2400 € par mois. Je te le laisse à 2200. C'est toujours une réduction familiale, juste un peu moins généreuse. Il a balbutié des excuses, disant qu'il ne pouvait pas se le permettre, qu'il avait 3 enfants, et a même parlé d'un prêt immobilier inexistant. Il n'avait pas de prêt immobilier, il avait un bailleur. Moi. Et le bailleur mettait à jour les tarifs en fonction du marché. Où sommes-nous censés aller, a-t-il demandé avec désespoir. Cela ne me concerne pas. Tu as 30 jours, soit tu paies, soit tu déménages.
Finalement, il a accepté. Il n'avait pas le choix. Toute maison similaire dans ce quartier coûtait plus cher, et déménager impliquait des dépenses impossibles pour lui. Mes subventions avaient été sa seule bouée de sauvetage pendant des années. Ensuite, ma mère a appelé. Elle pleurait sans s'arrêter. Elle m'a dit que je lui brisais le cœur, que ma grand-mère décédée aurait honte, que la famille devait toujours rester unie. Je lui ai rappelé qu'elle avait assisté à l'humiliation de Camille par sa petite fille et qu'elle n'avait rien dit. Pas une correction, pas un geste de soutien, rien. Elle a essayé de s'excuser en disant qu'elle n'avait pas bien entendu, que la pièce était bruyante, qu'elle était concentrée sur la nourriture. Des excuses faibles que nous savions tous deux fausses. Tu l'as entendu, maman? Vous l'avez tous entendu. Simplement, ça n'avait pas d'importance. J'ai raccroché alors qu'elle continuait de pleurer. Puis mon père a appelé et a utilisé le même ton autoritaire que d'habitude, celui qui, dans mon enfance, me donnait envie de réparer mes erreurs pour gagner son approbation. Il a dit que j'agissais comme un enfant, que je devais reconsidérer, que nous pouvions parler comme des adultes pour trouver un accord raisonnable. J'ai été juste pendant 5 ans, papa. Vous avez vécu gratuitement dans une maison que j'ai payée. Renaud a payé la moitié de la valeur réelle. Henri encore moins. La seule chose qui change maintenant, c'est que tout le monde paiera ce que n'importe qui d'autre paie. Il a insisté sur le fait que la famille ne devait pas être traitée comme une affaire, qu'il y avait des liens, des loyautés, des obligations. J'y ai beaucoup réfléchi, ai-je répondu, et j'ai cessé de financer des gens qui ne respectent pas mon mariage. Tu peux négocier avec la banque ou chercher un autre logement. Il n'y a pas d'autres options. Tu commets une terrible erreur, a-t-il dit. L'erreur a été de croire qu'un jour vous accepteriez Camille comme faisant partie de la famille. J'ai raccroché. Enfin, Henri m'a appelé vers midi. À ma grande surprise, il a été le seul à se montrer vraiment désolé. Il a dit qu'il comprenait ma colère, qu'au dîner il avait voulu dire quelque chose, mais qu'il ne voulait pas envenimer l'atmosphère. Il a même affirmé qu'il comptait parler à Renaud plus tard de la façon dont il nous avait traités. J'ai réaffirmé ma décision sans hésiter et lui ai répété que l'augmentation du loyer était maintenue. Bien que j'apprécie qu'Henri ait été sincère avec moi, je ne pouvais ignorer qu'il dépensait depuis des années de l'argent pour des choses dont il n'avait pas besoin. Et je ne parle pas de simples caprices, mais d'acquisitions assez coûteuses qu'il conservait plus par apparence que par utilité réelle. Le bateau, par exemple, celui qui restait piégé sous une bâche bleue presque toute l'année, accumulant la poussière et les toiles d'araignée, exposé comme une pièce décorative au milieu de son allée. Le camping-car, acheté avec l'idée de parcourir le pays, n'était sorti que pour 2 voyages à moitié planifiés en 5 ans. Le reste du temps, il restait garé, vieillissant en silence. Et la moto, eh bien, c'était presque un ornement permanent du garage, un rappel d'une phase impulsive déjà passée, mais qui continuait de lui coûter de l'argent car la seule chose qu'elle faisait était de laisser des taches d'huile sur le sol. Je savais pertinemment qu'il ne s'agissait pas d'un manque de ressources, mais de priorité. Henri avait des revenus suffisants pour faire face à une augmentation de loyer raisonnable, mais il préférait consacrer son argent à des objets qui lui procuraient une satisfaction temporaire. Pourtant, il a au moins eu la décence de le reconnaître. Je comprends, a-t-il admis à voix basse, comme s'il lui coûtait de prononcer chaque mot. La vérité, c'est qu'on a tout gâché. Marianne et moi avons vu tout ce qui s'est passé et nous aurions dû intervenir. Oui, vous auriez dû, ai-je répondu en essayant de maintenir la conversation sur un plan objectif, sans tomber dans des reproches inutiles. Il y a eu une pause brève, presque gênante. Puis il a ajouté, et si ça peut t'aider, nous voulons que tu saches que nous aimons beaucoup Camille. C'est une personne excellente. Alors, prouvez-le la prochaine fois, ai-je répondu fermement. Les paroles font du bien, mais dans ces situations, ce qui compte, c'est le comportement. L'appel s'est terminé sans tension, mais aussi sans concession. L'augmentation restait ferme, comme convenu. Peu de temps après, Thibaut a décidé de m'appeler. Son attitude m'a surpris. Au lieu de justifier ce qui s'était passé ou de se mettre sur la défensive comme la plupart, il a dit que ce qui s'était produit au dîner avait été désagréable et totalement injustifié. Il a assuré qu'il avait été mal à l'aise tout le temps de voir comment Camille et moi étions relégués à cette table improvisée dans le couloir, séparés du reste, comme si nous n'avions pas notre place. Cependant, étant un jeune cousin, concentré sur la fin de ses études universitaires et sans autorité dans cette dynamique familiale, il n'a pas senti qu'il pouvait intervenir sans déclencher un conflit plus grand.
Je l'ai écouté en silence, le laissant dire tout ce qu'il avait besoin de libérer. Je l'ai assuré que son loyer ne changerait pas. Il ne m'avait jamais donné de raison d'envisager le contraire. Il était respectueux, prenait soin de la propriété, payait toujours à temps et, surtout, traitait Camille avec une considération naturelle, sans préjugés ni regard gêné. Ce type de comportement, si simple pour certains, semblait un luxe dans le reste de la famille, et j'étais heureux de le soutenir pendant qu'il terminait ses études d'ingénieur. Étonnamment, Thibaut m'a proposé de payer plus. Je ne me sens pas bien de recevoir un traitement différent alors que tous les autres subissent une augmentation, a-t-il dit avec honnêteté. Ce n'est pas un traitement de faveur, lui ai-je expliqué. C'est simplement reconnaître que tu as été un être humain décent depuis le début. Si cela semble extraordinaire, c'est parce que les autres ont placé la barre très bas. Thibaut a laissé échapper un petit rire, comme pour lâcher la tension. Je promets de rester concentré sur mes études, a-t-il répondu. Et merci. Sérieusement, lui ai-je dit, quand tu veux, tu peux venir dîner. Camille aime cuisiner pour quelqu'un qui apprécie vraiment ses efforts, et non pour ceux qui se contentent de critiquer ou de faire des commentaires insidieux. Quand le groupe familial a appris la nouvelle, la conversation WhatsApp a explosé de messages, de notifications incessantes. Je n'en ai lu aucun. J'ai immédiatement activé le mode silencieux. Cela ne valait pas la peine de s'épuiser. 3 jours plus tard, Claire est apparue à mon bureau. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Le maquillage coulé, le nez rouge, les mains tremblantes. Sa posture rigide montrait qu'elle avait passé des heures à trouver le courage d'affronter cette conversation. « On peut parler ?» a-t-elle demandé presque en chuchotant. Je l'ai fait entrer. À peine assise, les excuses ont commencé à fuser, comme si elle les répétait depuis des jours. Elle répétait qu'elle regrettait tout, qu'il n'avait jamais voulu élever Flavie de cette façon, que sa fille n'était pas comme ça, que c'était juste une mauvaise attitude, une rébellion typique de l'âge. Elle insistait aussi sur le fait qu'il n'avait jamais imaginé que la situation dégénérerait, mais c'est alors qu'est venue la partie qui l'amenait vraiment là. « As-tu une idée de ce que cela signifie pour nous ?» a-t-elle demandé, la voix brisée. Nous ne pouvons pas assumer 800 € de plus par mois. Le salaire de Renaud ne suffit pas. Je lui ai rappelé, calmement mais clairement, qu'ils avaient récemment dépensé une somme considérable pour redécorer une maison qui n'était même pas la leur et planifier une fête d'anniversaire extravagante pour Flavie. Ce n'était pas un manque de ressources, c'était des priorités mal alignées. Claire s'est mise à pleurer plus fort. C'était avec nos économies, a-t-elle insisté. Nous les gardions pour sa fête. Elle n'aura 16 ans qu'une seule fois. Et Camille ne sera humiliée qu'une seule fois à un dîner de famille, ai-je répondu, et j'espère que ce sera le cas. Elle a essayé de changer de stratégie, espérant peut-être un certain niveau d'empathie ou de négociation. S'il te plaît, a-t-elle dit en s'agrippant à son sac. Que pouvons-nous faire pour arranger ça? Flavie s'excusera. Nous aussi. Ne nous fais pas ça, s'il te plaît. Maintenant, c'est fait, ai-je répondu en maintenant un ton ferme mais serein. Les avis ont été envoyés. Les nouveaux contrats sont déjà enregistrés. Vous n'avez que 2 options, payer le nouveau tarif ou déménager. Où allons-nous trouver 800 € de plus chaque mois? Je ne sais pas, Claire. Peut-être que Renaud peut demander une augmentation. Peut-être que tu peux travailler, ou vous pouvez cesser de dépenser autant en redécoration ou en fêtes inutiles. Mais ce n'est pas ma responsabilité de résoudre ce problème. Elle est partie en pleurant, sans la force de soutenir mon regard. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre d'un avocat engagé par mes parents. Ils alléguaient un abus de faiblesse sur personnes âgées et assuraient que je leur avais promis la maison. L'affaire n'a pas duré un souffle. Dès que j'ai présenté l'acte de propriété à mon nom et les virements bancaires prouvant que j'avais payé l'intégralité de la propriété, la plainte s'est dégonflée. Même l'avocat s'est excusé auprès de moi, expliquant qu'il leur avait dit dès le début qu'ils n'avaient aucune base, mais qu'ils avaient insisté pour poursuivre. Renaud et Claire ont commencé à payer le nouveau loyer. J'ai quand même appris par Thibaut qu'ils réduisaient leurs dépenses sur tous les fronts. Ils ont annulé la fête, mis le bateau en vente, et Claire a trouvé un travail à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet médical pour essayer de joindre les 2 bouts. De leur côté, Henri et Marianne n'ont réussi à supporter l'augmentation que pendant quelques mois. Ils ont ensuite accepté qu'ils ne pouvaient pas maintenir ce rythme et ont déménagé dans un duplex plus économique. Il n'y a pas eu de ressentiment. Eux avaient de réelles limitations.
Je leur ai même préparé une lettre de recommandation pour leur nouveau bailleur car, contrairement à d'autres, ils n'ont jamais agi par méchanceté, seulement par difficulté. Mes parents ont négocié un prêt immobilier avec la banque, mais avec les taux actuels du marché. Rien à voir avec l'accord avantageux qu'ils auraient obtenu des années plus tôt quand ils possédaient encore la maison. Leur mensualité a presque doublé. Mon père a dû reprendre le travail dans un magasin de bricolage, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire après sa retraite. Les invitations familiales ont disparu, mais loin de me déranger, cela m'a apporté une tranquillité inestimable. Fini les dîners tendus, les sous-entendus déguisés en blagues, l'obligation de faire semblant que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. Thibaut continuait de nous rendre visite de temps en temps. Camille l'appréciait, et moi aussi. Il s'excusait encore de ne pas être intervenu ce soir-là, mais je lui rappelais qu'il était un étudiant louant un appartement, pas le médiateur de la famille. 3 mois après l'incident, j'ai reçu un message de Flavie. Il était long, désordonné, plein d'explications et de réflexions. Elle disait qu'elle avait mûri, qu'elle comprenait maintenant à quel point elle avait été ignorante, que ses attitudes étaient influencées par ce qu'elle voyait et entendait à la maison. Elle racontait qu'elle faisait du bénévolat dans un centre communautaire avec des familles immigrées et que grâce à cela, elle ouvrait les yeux sur des réalités qu'elle n'avait jamais envisagées auparavant. Pendant longtemps, j'ai pensé que la meilleure chose était de répondre à tout avec calme, mais après ce qui s'est passé, j'ai décidé qu'il y avait des situations où le silence devait devenir la leçon principale. C'est pourquoi, lorsque Renaud m'a envoyé ses excuses initiales, je n'ai pas répondu. 6 mois se sont écoulés avant qu'il ne me rappelle, cette fois avec un ton que je ne lui avais jamais entendu. Loin des cris, plutôt avec une humilité qui semblait presque étrange dans sa voix, il m'a dit qu'il réfléchissait à la question depuis un certain temps, qu'il avait enfin compris ce qui s'était passé et qu'il reconnaissait qu'ils avaient mal agi. Maintenant, je vois clair, m'a-t-il assuré. Nous avons traité Camille d'une manière terrible, et ta colère était fondée. Je l'ai corrigé sans hésiter. Je n'étais pas en colère, j'avais simplement mis fin à cette dynamique. Il l'a accepté. Ensuite, il a demandé s'il y avait une possibilité d'arranger les choses. Je lui ai dit qu'il pouvait commencer par montrer du respect à ma femme quand il la verrait en public, en laissant derrière lui ses préjugés basés sur l'origine des gens, et qu'il devait apprendre à ses enfants à ne pas répéter ce comportement. Nous essayons, a commenté Claire. Elle a même travaillé avec Flavie sur des questions de sensibilité culturelle. Je lui ai répondu que c'était positif. Puis est venue la question que j'attendais, si le loyer allait de nouveau baisser. Je lui ai dit que non. Il a soupiré, résigné, et a admis qu'il s'en doutait, mais qu'il devait essayer. Depuis lors, notre relation est devenue distante. Nous ne faisons plus partie des réunions de famille et, sincèrement, je préfère ça. Avec mes parents, je maintiens une relation cordiale mais froide. Nous échangeons des cartes pour les fêtes et je m'assure qu'ils ne se retrouvent pas sans un toit. Mais la proximité a disparu depuis longtemps. Camille affronte tout cela avec la même sérénité qu'elle démontre dans n'importe quelle situation. Elle est infirmière de garde en soins intensifs, habituée aux patients et aux familles qui, en raison de son apparence, doutent de ses capacités ou refusent même qu'elle les soigne. En comparaison, ce que ma famille a fait semble presque anodin, à la différence qu'ici, il y a eu des conséquences. Le meilleur de tout a été de voir comment ma femme a enfin compris qu'elle n'avait pas à supporter le manque de respect pour maintenir une fausse harmonie avec ceux qui ne l'ont jamais accepté. Elle avait passé 3 ans à se mordre la langue pour leur plaire. Un seul dîner a suffi pour qu'elle comprenne qu'elle ne devait plus essayer. Maintenant, nous célébrons les fêtes avec sa famille. Parfois, nous allons à Manille, d'autres fois, ils viennent nous rendre visite. Ses parents sont chaleureux, respectueux, et m'ont ouvert leurs portes comme si j'étais l'un des leurs dès le premier jour. Ses frères appellent en visioconférence chaque semaine juste pour discuter. C'est ainsi qu'une vraie famille devrait être. Le mois dernier, nous avons finalisé l'achat d'une autre propriété locative, un duplex confortable près de l'université. Camille a proposé que nous le destinions aux étudiants internationaux, avec des tarifs justes et des conditions claires, pour leur offrir un bon point de départ à leur arrivée dans le pays. Nous nous coordonnons avec le bureau des étudiants étrangers pour concrétiser cela. Mon portefeuille immobilier se porte mieux que jamais. Finalement, il s'est avéré que baser une entreprise sur des prix réels et non sur des tarifs familiaux était beaucoup plus rentable. Quelle surprise! De temps en temps, Claire publie sur ses réseaux sociaux des messages passifs-agressifs sur la loyauté familiale et le pardon. Je l'ai mise en sourdine,
mais Thibaut m'envoie souvent des captures d'écran des publications les plus remarquables. Nous en rions un peu. Flavie a terminé le lycée il y a peu. Je lui ai envoyé une carte avec un chèque cadeau de 50 € pour une librairie. Un geste simple mais approprié. Apparemment, elle va étudier le travail social dans un IUT. Claire s'est plainte dans la conversation familiale à laquelle je ne prête toujours pas attention, bien que Thibaut me tienne au courant. Elle a dit qu'elle espérait que Flavie choisirait quelque chose de plus respectable, comme l'administration ou les soins infirmiers. Il y a des gens qui n'apprennent tout simplement jamais. De toute cette expérience, ce que j'ai compris, c'est que la générosité n'achète pas le respect. Vous pouvez subventionner des loyers, aider financièrement, essayer de maintenir la paix, et être quand même traité comme si vous ne valiez rien s'ils ont déjà décidé que vous ne méritez aucune considération. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est facturer des prix justes à ceux qui ne respectent pas la réduction, et cela, sincèrement, est presque aussi satisfaisant que le respect authentique. Pendant ce temps, Camille continue son travail, sauvant des vies et relevant des défis avec plus de dignité que beaucoup ne le méritent. Moi, je continue d'acquérir des propriétés, de les réparer et de construire quelque chose qui est vraiment à nous. Et ma famille, eh bien, ils paient leur loyer à temps, parce qu'ils savent très bien ce qui se passe quand ils ne le font pas. Certains me traitent de rancunier. C'est possible. Je préfère appeler ça d'établir des limites avec des conséquences réelles. Vous ne pouvez pas insulter ma femme et continuer à bénéficier de ma générosité. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les propriétés se portent parfaitement bien. Ceux qui respectent les règles reçoivent un traitement équitable. Ceux qui ont appris à la dure continuent de le faire parce qu'ils ont compris que je ne suis plus disposé à tolérer des abus déguisés en proximité familiale. Cet équilibre, bien qu'il puisse paraître simple, m'a permis de me concentrer sur la construction d'un environnement où Camille et moi sommes réellement valorisés. Sa famille nous accueille toujours avec une chaleur que je n'ai jamais connue dans la mienne. Nos amis, les vrais, font également partie de ce réseau qui nous soutient. Même les étudiants étrangers à qui nous louons le nouveau duplex nous envoient souvent des messages de remerciement pour avoir un bailleur qui respecte les limites et offre des conditions claires. Je ne cherche pas la reconnaissance, mais ça fait du bien de savoir que quelqu'un apprécie ce que vous faites pour eux sans essayer d'en profiter. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel inattendu de mon père. Il m'a dit qu'ils avaient discuté et qu'ils aimeraient que Camille et moi assistions à la célébration de l'anniversaire de Renaud le mois prochain. Il a mentionné qu'il serait important pour eux que nous participions de nouveau aux rencontres familiales, que ce ne serait pas pareil si nous n'étions pas là. Avant de répondre, je lui ai posé une question que, dans un autre temps, je n'aurais jamais osé formuler, si Camille serait assise à la table principale, comme il se doit. De l'autre côté de la ligne, il y a eu un silence tendu, un de ceux qui vous permettent d'imaginer son expression sans avoir besoin de le voir. Finalement, il a répondu que oui, bien sûr. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Je ne me suis engagé à rien, et la vérité est que je ne suis pas sûr de vouloir y aller. Il y a des liens qui peuvent être renoués avec des efforts, mais il y en a d'autres qui, même s'ils ne se brisent pas complètement, restent si affaiblis qu'il vaut mieux les laisser tels quels. Je ne garde pas de rancune, j'ai simplement appris à mettre de la distance. Ce que j'apprécie, c'est que pour la première fois depuis longtemps, il m'ait demandé quelque chose sans exigence ni manipulation, sans déguiser l'invitation en obligation morale, juste une demande directe. Peut-être que je ne franchirai pas leur porte ce jour-là. Peut-être que je le ferai à un autre moment. Je ne sais pas. Ce dont je suis certain, c'est que maintenant, c'est moi qui décide, depuis une position où je n'ai plus besoin de leur approbation ni de leur idée de la famille. Et avec ça, sincèrement, je suis en paix. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.